Bonjour, bienvenue à cette émission intitulée L'Afrique au centre. Je suis Mbang Bachir, sénégalo-rwandais de naissance et en escale à Paris depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, je vais accueillir Dr Hamzat Boukari, qui est quelqu'un qu'on ne présente plus, qui a sorti le livre Africa Unite. Bienvenue. Bonjour. 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 Qui est Hamzat Boukari ? Écoutez, je suis né en 1981 à Cotonou au Bénin. Mon père est béninois, ma mère est martiniquaise. J'ai grandi une partie de ma jeunesse donc au Bénin. Je suis historien de formation. J'ai fait des études plus générales en sciences sociales et je suis également donc engagé dans divers combats, notamment autour du panafricanisme. Je suis auteur de plusieurs ouvrages. Un sur l'histoire du panafricanisme et d'autres également sur le Nigeria et le Mali et d'un certain nombre d'articles. Et je participe à pas mal de projets qui sont en lien avec les questions africaines, les questions scientifiques, les questions politiques, puisque je suis également militant politique au sein d'une organisation. Donc j'ai, on va dire, plusieurs vies en une. Ce qui est quelque part l'une des particularités de toutes les personnes qui se sont engagées dans la longue histoire du panafricanisme. Et c'est aussi l'une des particularités de ce qu'est être africain au XXIe siècle. On ne peut pas être africain sans avoir, je dirais, plusieurs identités, plusieurs vies, plusieurs combats. Durant ma jeunesse, quand j'étais notamment jeune étudiant en France, j'ai galéré. Voilà, j'ai fait des petits boulots pour joindre les deux bouts. J'ai vécu dans des chambres de 10 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui, je gagne relativement bien, voire très bien ma vie. Donc du coup, j'essaie aussi de redonner à ceux qui traversent des difficultés des conseils ou des soutiens moraux, intellectuels, matériels, pour que chacun, chacune puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles, en sachant qu'en tant qu'Africain, ce n'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc voilà, pour résumer, je suis un Africain, panafricain, panafricaniste, et en même temps quelqu'un qui essaye de combattre les différentes injustices qui traversent à la fois l'histoire des peuples africains et l'histoire du monde en général. Justement, voilà. Ok. Très bien, bah merci pour cette réponse. Comment aujourd'hui peut-on être panafricain ? Il y a plusieurs manières d'être panafricain. Il y a la manière passive qui est de s'inscrire dans on va dire dans une identité, de se reconnaître une identité qui transcende les frontières héritées de la colonisation. Donc ne pas forcément se lier au fait d'être sénégalais, burundais, togolais, mozambicain, etc. Et donc avoir vraiment une identité, on va dire, plus globale qui prend l'Afrique et sa diaspora dans sa globalité. Il y a également le fait d'être le résultat d'une histoire qui, quelque part, a effacé les spécificités qui sont les nôtres. Et là, je m'adresse plus particulièrement notamment à la dite diaspora, y compris la diaspora historique, qui parfois se définit comme guadeloupéenne, martiniquaise, afro-brésilienne, alors qu'elle est fondamentalement africaine et panafricaine, mais qu'elle ne se reconnaît pas telle. Et puis après, il y a la manière, je dirais, plus engagée, plus active, qui là fait que l'on passe au stade de panafricaniste, c'est-à-dire que l'on veut vraiment inscrire son identité dans un projet de transformation du monde. Et donc là, on se forme, on lit l'histoire de ces figures qui ont marqué l'histoire, donc depuis la Révolution haïtienne jusqu'au combat d'aujourd'hui. Et on définit, je dirais, son programme social, son programme de vie, son programme professionnel ou politique en fonction d'une volonté de transformation des mondes africains. Donc je dirais que être panafricain, c'est être ouvert, c'est être curieux, c'est s'intéresser au monde. C'est, je pense, tout le contraire de l'image parfois très sectaire, dogmatique et refermée que l'on a du panafricanisme dans certains milieux. Et c'est aussi, je dirais, une capacité à faire preuve de rigueur et en même temps de quête d'excellence. Voilà, je pense qu'on ne doit pas se contenter de peu, on ne doit pas rester à la place qui nous est assignée. Là, je parle notamment du point de vue des identités frontiérisées. On doit être capable de dépasser ces identités-là pour, je pense, renaître en tant qu'Africain et être fier de vivre en tant qu'Africain, comme le disait Thomas Sankara. Très bien. Alors, au fait,
moi, la question que j'ai envie de poser concerne Marcus Garvey. Marcus Garvey, qui est l'un des pères du panafricanisme. Marcus Garvey n'est jamais allé en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être panafricain, aujourd'hui, mener ses luttes en Europe, en Hexagone, et ne pas être en Afrique? Je dirais que les luttes se mènent partout. Dans le cas de Marcus Garvey, il n'a pas été personnellement en Afrique parce que les conditions policières, administratives du régime impérialiste colonial ne le permettaient pas. Mais il a amené des millions et des millions de personnes à aller en Afrique ou à se tourner vers l'Afrique. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre de côté l'influence que peuvent avoir des personnes ou des collectifs dans la diaspora, dans la manière dont ils incitent d'autres justement à faire, je dirais, ce voyage. Ensuite, il faut bien rappeler que Marcus Garvey n'était pas seul. Il a fondé l'UNIA avec sa première compagne, Amy Echoud Garvey, qui, elle, a sillonné le continent et qui a, je dirais, d'une certaine manière, fécondé le continent d'un autre type de garvéisme, notamment du point de vue des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans cette histoire garvéiste. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de femmes afro-américaines, afro-caribéennes ou entre guillemets afropéennes ont fait aussi ce retour en Afrique dans les années 60-70 parce qu'il y a eu ces figures que l'on connaît moins autour de Marcus Garvey qui ont fait le travail du retour, on va dire, concret sur le continent africain. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à la figure de Marcus Garvey, mais voir plutôt tout ce qu'il y a autour de lui en termes d'écosystème, voir que l'UNIA qui a été créée en Jamaïque puis refondée aux États-Unis a eu énormément de chapelles ouvertes un peu partout sur le continent africain. Et donc ça aussi, ça doit nous amener à comprendre que l'enjeu, ce n'est pas tellement le retour en Afrique, mais les liens, les réseaux que l'on construit pour relier l'Afrique d'une part avec elle-même et d'autre part l'Afrique, on va dire, à la diaspora qui est partout dans le monde finalement. D'accord, très bien. Très bien. Et aujourd'hui, quand on est jeune, aujourd'hui en France, on se définit souvent en tant qu'afropéen, afrodescendant, etc. Quand on est jeune et qu'on s'intéresse au panafricanisme, est-ce qu'il y a des activités qui se font ou des plateformes qui proposent aujourd'hui à ces jeunes qui veulent en tout cas s'instruire, se documenter, de pouvoir le faire aisément, facilement? Oui, alors déjà, je dirais que la définition d'afropéen, c'est un peu votre génération. C'est-à-dire qu'avant, on se définissait comme noir. Bon, afropéen, c'est un terme qui est arrivé dans un contexte assez particulier et qui, je pense, se renvoie justement aux différentes productions culturelles. On parle souvent, par exemple, des œuvres littéraires de Leonora Miano, de certaines œuvres musicales qui sont produites dans ce contexte de qu'est-ce que c'est qu'être noir en Europe. Donc, je dirais que le premier élément, c'est de voir qu'est-ce que nous-mêmes produisons. Certes, il faut effectivement rechercher les plateformes de ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont produit, etc. Et là, il y a énormément de choses. Il suffit de regarder toute la bibliothèque qui n'a jamais été réellement creusée de la négritude, des sœurs Nardal jusqu'à Aimé Césaire, en passant par Léon Gontran Damas et bien d'autres. Donc pour moi, c'est une bibliothèque qui mais là, vous ne citez pas Senghor, là. Le cas de Senghor est différent parce que la négritude de Senghor est justement une négritude africaine qui n'a pas grand-chose à voir avec la négritude de combat de ceux qui sont issus de l'histoire de la déportation en captivité et de la mise en esclavage. Et je pense que la condition noire en Europe est beaucoup plus liée à la négritude de combat que portait Aimé Césaire qu'à la négritude de confort dans laquelle Léopold Sédar Senghor a, je dirais, développé sa vision, qui était d'ailleurs une vision anti-diopiste. Maintenant, en termes d'outils, en termes de réservoirs, il y a des choses. Pendant tout le mois de mai et une partie du mois de mai et d'avril, nous avons mis en place la bibliothèque Chimurenga, la bibliothèque publique d'information à Beaubourg, où nous avons montré l'importance des archives qui renvoient à cette histoire qu'on appelle aujourd'hui afropéenne, qui montre que tout ce que l'on croit nouveau aujourd'hui a déjà existé. Avant tel ou tel premier magazine de la communauté noire, il existait déjà d'autres magazines qui revendiquaient ce type d'appellation. Donc les luttes, les combats, les questionnements de la génération afropéenne s'inscrivent dans une histoire, ne sont pas nés par hasard. Et il est plutôt, je pense, important et intéressant de se demander que va produire cette génération. Et force est de constater que cette génération, là on en est la preuve, produit énormément de podcasts, c'est-à-dire des matériaux différents de ce qui se faisait avant, fait un travail également d'encyclopédie
en interrogeant les aînés ou les collatéraux ou les doyens sur leurs expériences. Et donc, il y a une production d'archives qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante et qui, pour moi, est vraiment la matrice d'un véritable centre panafricain, comme il existe au Burkina Faso, l'Institut des peuples noirs que Thomas Sankara avait voulu lancer un peu avant son assassinat et qui a été ensuite laissé à l'abandon. Donc pour moi, tous ces éléments-là doivent être réintégrés dans des structures, que ce soit des structures militantes, associatives, politiques ou culturelles, et systématisés dans des programmes. Et c'est un peu le travail que j'essaye de faire, que ce soit avec la Ligue panafricaine ou Moja, que ce soit avec l'école politique africaine, que ce soit en accompagnant un certain nombre de structures qui justement font cette production de savoir. C'est comment on peut systématiser tout ça et en faire un socle qui fera que la génération qui viendra d'après n'aura pas l'impression de partir de zéro. Elle aura vraiment un acquis sur lequel s'appuyer. Exactement. Très bien. Et en parlant toujours des Afropéens, nombreux sont ceux qui veulent aujourd'hui retourner en Afrique. Et pour la plupart du temps, c'est pour des raisons économiques. Et récemment, je vous ai entendu dire lors d'une conférence qu'il faut effectivement faire attention à cette diaspora colonisatrice. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, alors je m'appuie sur l'exemple du Libéria, qui est une colonie créée par et pour les Afro-Américains, enfin par entre guillemets, au XIXe siècle. Il s'agissait de renvoyer en Afrique des Noirs suffisamment occidentalisés, suffisamment acquis aux intérêts américains, et de leur donner en fait le leadership politique et économique sur les autochtones, tout simplement. D'accord. Et il y a un peu ce schéma qui se reproduit, puisqu'on sait que, grosso modo, la diaspora dispose de ressources plus importantes que le continent. Si les Noirs aux États-Unis étaient une nation indépendante, ils seraient la nation noire la plus riche du monde, bien avant l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Donc on voit bien où on peut en arriver si, d'une certaine manière, on ne pense pas de manière éthique la question du retour et surtout la question du retour dans un cadre économique. À mon sens, il est tout à fait normal que des personnes issues de la diaspora qui sont bloquées ici en Occident du fait du racisme, du fait de différents types de ségrégation, cherchent et veuillent se réussir économiquement par tous les moyens possibles et décident d'aller en Afrique. Je pense que c'est une bonne chose sur le principe. Après, sur la forme, j'appelais tout simplement à la méfiance vis-à-vis de certains procédés qui ne font que reproduire des formes de colonisation, des formes de domination et surtout des formes d'impérialisme vis-à-vis de ceux qui sont déjà sur place et qui tentent de mettre en place un certain nombre d'activités. Je peux prendre des domaines, par exemple, techniques et professionnels. Récemment, je discutais avec une personne qui est basée sur le continent et qui s'inquiétait de voir arriver dans un domaine professionnel bien précis la filiale d'une structure française qui va d'une certaine manière éteindre ceux qui sur place tentent déjà de faire ce que cette filiale-là va amener, avec des professionnels formés. Mais à la différence, c'est les afrodescendants et les autres sont... Exactement, exactement. Donc ce sont des canaux, je dirais, qui peuvent être concurrents, qui peuvent être divergents, qui peuvent être contradictoires et qui peuvent, je dirais, être incohérents, puisqu'on a aussi de la part du continent cette manière de regarder la diaspora comme étant plus belle, plus riche, plus intelligente que nous. Et ça a amené aussi à des difficultés. Je prends le cas de mon pays, le Bénin. Je sais que lorsque le président Patrice Talon est venu dire que le Bénin était un désert de compétences en s'adressant à la diaspora, en disant à la diaspora revenez, je sais que sur place, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord parce qu'il y a des compétences sur place. Mais l'enjeu, c'est de voir justement comment on repense un peu toute cette solidarité entre ceux de la diaspora qui veulent se faire une place au soleil et ceux qui sont déjà au soleil, mais qui d'une certaine manière ne voient que la nuit la plus obscure dans leur quotidien. Et justement, par rapport à ça, ceux qui veulent se faire la place au soleil, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui fantasment l'Afrique, je peux dire. Oui. Et quel est le danger sur le fait de fantasmer l'Afrique? Je vous ai entendu une fois dire, ceux qui fantasment l'Afrique créent Kwanzaa. Oui, alors, ceux qui ont créé Kwanzaa ne sont pas rentrés en Afrique, forcément. C'est-à-dire qu'ils ont créé Kwanzaa pour justement répondre à l'impossibilité de rentrer massivement en Afrique. C'est-à-dire qu'on recrée l'Afrique en dehors d'elle-même.
Je pense que c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en France, on veut vivre totalement à l'africaine, on peut le faire en grande partie. On a des quartiers, on sait comment faire. C'est-à-dire qu'on peut recréer cette Afrique-là ici. Il y a des foyers, il y a des quartiers, il y a des gens qui vivent en France sans avoir à parler, par exemple, français et qui parlent leur langue d'origine. Totalement. Donc ça, c'est une démarche communautaire qui existe, même si on veut la nier, même si on veut la présenter comme étant un danger, elle existe. Je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Et elle est un succédané de l'impossibilité de retourner en Afrique pour diverses raisons. Maintenant, lorsque l'on parle de fantasmer, lorsque je parle de fantasmer l'Afrique, en fait, je renvoie à une tendance qui revient à présenter les choses peut-être plus belles qu'elles ne le sont, et surtout plus faciles que l'on ne pourrait le croire. Et vous ne pensez pas que, par exemple, ceux qui font des documentaires, là je n'ai pas cité de nom, le film, les jeunes afro-européens, je peux dire, voilà, qui vont en Afrique, ces gens-là, ils ont tendance à vouloir vraiment montrer quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment pu voir depuis qu'ils sont petits. Parce que tout simplement, ils ont grandi dans des pays qui leur ont montré une image dégradante de leur continent. Vous ne pensez pas que finalement, c'est juste pour combler quand même au vide? La question, c'est celle du narcissisme. Pour quel motif veut-on revenir en Afrique? Pour quel motif veut-on montrer l'Afrique belle? Je pense que c'est une question qui est importante du point de vue de chacun d'entre nous, qui renvoie à notre conscience. Moi, je pense qu'il est important effectivement que des personnes s'engagent dans la revalorisation de l'image de l'Afrique, à condition effectivement que ce ne soit pas une image fake, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses authentiquement africaines qui sont belles et qu'on ne va pas forcément montrer. On va plutôt montrer ce qui est clinquant, ce qui renvoie à New York, ce qui renvoie à Dubaï. Surtout, alors qu'il existe une authenticité africaine qui est magnifique. Donc je pense que ce sont plutôt des parts de marché, c'est-à-dire qu'il y a une diaspora qui veut voir l'Afrique briller, scintiller, comme on verrait Manhattan, Times Square, Piccadilly, Beijing, etc. Il y a une autre diaspora qui se contente justement de cette Afrique authentique et traditionnelle. Et puis, il y en a une autre qui est consciente effectivement des difficultés que connaît le continent africain et de la nécessité de mener un combat à partir d'une vision lucide des réalités sur le terrain. Donc, je pense que ce sont ces trois courants qui ont parfois du mal à se comprendre et à dialoguer, et qui visent, je dirais, trois profils différents d'Afropéens, entre guillemets, et qu'il faut de tout pour tout le monde. Maintenant, lorsqu'on présente l'Afrique comme étant belle, ceux qui veulent rentrer en Afrique n'ont pas forcément besoin qu'on présente l'Afrique comme le paradis. D'ailleurs, les retours se font déjà. On n'a pas attendu que l'Afrique soit présentée de manière positive. En revanche, je pense qu'il y a une bataille de l'image qui est très importante. C'est très important, et à ceux qui pensent qu'ils sont les premiers arrivés, nous, dans notre milieu, ça fait très longtemps qu'on se bat contre les films avec les pharaons blancs, par exemple. Voilà, où on veut montrer que les pharaons étaient noirs. Donc c'est aussi une manière différente. Donc c'est certains combats jamais clos qui reviennent. Voilà, c'est-à-dire c'est la question du combat de l'image, du combat de la représentation et du combat de l'estime de soi, qui me semble important et qui peut être mené avec différents moyens en fonction de différents publics. Après, il faut le dire, une dimension marketing et commerciale qui peut être quelque part problématique, parce qu'elle nourrit aussi une forme de tourisme capitalistique qui n'est pas forcément dans l'intérêt réel des populations africaines. D'accord. Et vous ne pensez pas que quelque part, nous avons l'impression de quémander ou de tendre la main, par exemple... Pourquoi pas tout simplement produire nos propres films où les pharaons sont des noirs? Pourquoi pas... Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de rompre avec cette situation où on attend l'aval des autres? Oui, tout à fait, mais de toute façon, la deuxième, première ou troisième, selon les classements à industrie mondiale du cinéma, c'est Nollywood. Donc le Nigeria produit ses films depuis très longtemps. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, quand je vivais au Bénin, on regardait le Nigeria de manière un peu moqueuse. Aujourd'hui, il domine ce marché-là. Donc, on voit bien qu'il y a, pareil, en Afrique du Sud et au Kenya, un certain nombre de secteurs qui
qui n'ont pas ce complexe d'avoir à demander. Donc je pense que cette question s'adresse plutôt à l'espace entre guillemets francophone, qui est encore très aliéné, qui a encore trop l'habitude de voir le monde à travers les lunettes de Paris, alors que dans d'autres espaces sur le continent africain, il n'y a pas, je dirais, ce complexe. Donc pour moi, il y a une nécessité de décolonisation mentale qui est très importante, et dans les faits, on n'a pas besoin de demander effectivement à qui que ce soit de faire les choses. Donc on peut faire le parallèle effectivement avec un autre film qui a été primé dans je ne sais plus quelle cérémonie du cinéma français. D'accord. Voilà, je crois que c'est Tout simplement noir, où il y a eu aussi des débats. Il y a eu aussi des débats. Énormément. Il y avait eu Case Départ, je crois aussi, où il y avait aussi des débats. Donc on voit bien que cette question. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Tout simplement noir? Moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas me prononcer dessus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que ça pouvait être une caricature, une mise en abîme de la communauté noire, etc. Mais j'ai pas vu le film, donc je peux pas. Et Black Panther, vous en pensez quoi? Alors, c'est un film qui, bon, moi je l'ai vu, c'est un très beau film, il est très bien fait. Effectivement, il y a beaucoup d'axes de lecture autour de ce film-là, autour des personnages, autour de la morale, autour de la fin de ce film, qui est très, très discutable. Et en même temps, je pense que c'est un film qu'il faut voir et dont il faut débattre. Il faut le voir, le revoir et en débattre de manière encore plus importante que ce n'a été le cas lors de sa sortie. On pourra peut-être refaire un autre débat autour de ce film-là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. D'accord. Mais c'est plutôt positif quand même, hein, malgré quand même un certain nombre de critiques à faire. Alors maintenant, parlons économie. Je sais que récemment, je vous avais invité à une conférence où vous disiez que, d'après des études, chaque année, il y a à peu près 6 milliards de dollars qui est envoyé en Afrique par la diaspora. Et sur les 6 milliards, les 4,5 milliards vont directement au Maghreb. Les 1,5 milliards en Afrique subsaharienne. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est-à-dire en Afrique subsaharienne, à 1,5 milliard sur 6 milliards qui est envoyé tous les ans. Alors, sur les 6 milliards, je parlais je crois, de la diaspora africaine de France, parce qu'à l'échelle du continent, je crois que c'est à peu près 42 milliards. Je crois que les chiffres sont sortis pour 2020 par rapport au Covid. Avant Covid, c'était 48, là, c'est tombé à 42 milliards de dollars. Dans le cas des 6 milliards qui seraient officiellement venus de la diaspora, avec 1,5 à peine pour la partie dite subsaharienne, bon, déjà, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a l'élément, je dirais, démographique, c'est-à-dire que les communautés nord-africaines sont généralement économiquement beaucoup plus organisées que les communautés, on va dire, subsahariennes. Elles ont davantage de commerce, elles sont plus nombreuses, elles ont des familles souvent, entre guillemets, plus puissantes. Et surtout, elles ont une économie qui tourne aussi de la culture, de la langue, de la religion. Et en plus, une proximité géographique qui est plus réelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un espace méditerranéen, de Marseille à Alger, de Montpellier à Tunis, etc. Pour ce qui est, je dirais, de la partie subsaharienne, alors là, il y a plusieurs éléments. Je crois qu'il y a le fait déjà que il me semble que les transferts d'argent vers cette partie du continent sont encore plus chers que vers les autres régions du monde. Donc on voit bien qu'il y a une taxation de l'argent envoyé par la diaspora sur le continent qui nous interpelle. Il y a également le fait que le pouvoir d'achat des Africains de France et des subsahariens notamment est moins important que celui des Nord-Africains. Et il y a aussi, je pense, un certain nombre d'éléments qui sont liés au fait que, à mon sens, on est sur de l'investissement qui est, je dirais, moins stratégique que celui qui est fait au niveau notamment de l'Afrique du Nord. Il est moins stratégique et il est moins évident parce qu'il est très compliqué d'envoyer de l'argent depuis la diaspora ou de financer des projets depuis la diaspora vers des pays dont on sait qu'ils sont sous domination économique, monétaire et politique. C'est une des problématiques qui nécessite toujours de se poser la question lorsque l'on s'engage dans un pays africain, lorsque l'on fait le Back to Africa, à quel type de gouvernement notre engagement va-t-il finalement servir?
Et ça, c'est un des gros freins dans beaucoup d'expériences de retour. Dès que l'on veut le politiser, eh bien, on est confronté, je dirais, à cette réflexion-là. Après, sur la question des renvois, des remises, bon, je pense qu'il y a d'autres éléments, mais je n'ai pas, on va dire, plus de matière économique à apporter, quoi. Très bien. Donc là, on va revenir un peu en politique. Qu'est-ce que vous pensez du comité Mbembe? Est-ce que vous verrez un jour travailler avec Macron? C'est deux questions, mais bon. Alors, je sais que je connais des personnes qui ont été approchées par Achille Mbembe pour être dans son comité et qui ont refusé. D'accord. Voilà, voilà, j'en connais quelques-unes. Et vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je connais quelques-uns des membres, hein, du comité qui sont des amis, qui sont des gens plutôt brillants, mais qui, du point de vue du regard que j'ai, souffrent du problème des individualités. C'est-à-dire que on est vraiment sur... on veut des noms. On veut des gens, on veut des noms clinquants, on veut voilà. Or, aujourd'hui, il faut plutôt penser des collectifs. Et on veut des de noms, toutes les personnes. Voilà, on veut des individualités, des gens qui brillent, des étoiles, etc. Or, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, nous fonctionnons par collectif, par association, par constellation. Et nous sommes confrontés, je dirais, à cette volonté de vouloir composer des sortes de dream team, des super comités, de gens tous brillants, intelligents, etc., alors que ça ne résout pas forcément les problèmes et ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Ensuite, sur la constitution du comité, sans surprise, il n'y a pas d'agriculteurs, je crois pas qu'il y ait d'ingénieurs agronomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui font. Il y a des gens qui pensent, mais il n'y a pas vraiment de gens qui font. Il n'y a pas vraiment, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'entrepreneurs. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de blogueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens qui font réellement, on va dire, battre le pouls du continent africain. Il y a un certain nombre d'historiens, de philosophes, d'écrivains, quelques juristes ou architectes, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très... une composition qui est très macronienne, quoi, pour dire les choses de manière très claire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment ancrée dans le terreau des luttes et je dirais dans le cœur des aspirations et de ce qui fait battre aujourd'hui la jeunesse africaine. Il n'y a pas, je crois même pas qu'il y ait d'artistes, alors que les artistes ont beaucoup de choses à dire. Donc ce comité-là, bon, bien évidemment, je conteste vraiment la manière dont l'idée d'un sommet, d'un débat est pensée, parce que je ne pense pas qu'un intellectuel, aussi brillant soit-il, soit légitime à débattre avec un chef d'État. Mais il répond, je dirais, à un repositionnement de la France-Afrique sur les intellectuels, sur les sociétés civiles, sur un certain nombre de mécanismes que nous ne devons pas rejeter, mais sur lesquels nous devons aussi mettre d'une certaine manière la pression. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas forcément débattre, faire la politique de la chaise vide, le boycott, mais je pense qu'il faut faire la chaise vide ou le boycott intelligent et stratégique. Comment voyez-vous l'Afrique d'ici 50 ans ? Écoutez, d'ici 50 ans, je pense que l'Afrique sera beaucoup plus dense du point de vue de sa géographie, c'est-à-dire qu'on aura effectivement un certain nombre de nouvelles villes, un certain nombre d'axes de communication intra-africains qui créeront, je pense, de nouvelles communautés transnationales qui, d'une certaine manière, feront disparaître l'artificialité des États issus de la conférence de Berlin. Je pense que nous aurons dans quelques pays des pouvoirs panafricanistes, parce que nous y travaillons et on ne peut pas imaginer l'Afrique dans 50 ans et la décrire d'une manière totalement défaitiste, puisque aujourd'hui nous luttons pour que cette Afrique soit réellement panafricaniste. Je pense que nous aurons également sur le continent africain une grande partie des enjeux du monde entier qui se joueront et qu'un basculement va s'opérer dans les 10-15 années qui viennent. Un basculement à la tête, on va dire, du leadership mondial et également un basculement du point de vue de la mentalité, je dirais, des populations africaines. Senghor disait dans les années 60 qu'en 2020, non plutôt en 2000,
que Dakar allait ressembler à Paris. Et beaucoup de Sénégalais avaient grandi comme ça. Et dans leur imaginaire, ils se sont toujours dit que l'idéal, c'est Paris, évidemment. Vous, une ville comme Dakar devrait ressembler à quelle... Écoutez, moi j'ai été 2 fois, je crois, à Dakar. Bon, c'est une... ça peut être Dakar, ça peut être Cotonou, mais les villes africaines. Quelle est l'architecture peut-être qui... est-ce qu'il faudrait peut-être repenser un peu l'architecture africaine? Est-ce qu'il faudrait... Oui, la plupart de nos villes, y compris nos capitales, sont d'inspiration coloniale du point de vue de l'architecture, sont des centres de pouvoir. Et à mon sens, il est important de construire de nouvelles villes plutôt que de vouloir accumuler sur des villes dont la finitude est établie. Je pense que c'est déjà le cas de Dakar et de bien d'autres villes africaines où on construit des villes nouvelles à distance, où on délocalise des aéroports et des grandes infrastructures. L'inquiétude, c'est plutôt la manière dont le foncier africain va être un enjeu fondamental. On parle souvent des Chinois, des Indonésiens, etc., de tout le monde qui achète des terres en Afrique. Et je pense que c'est aussi un point sur lequel la diaspora doit réfléchir, puisque lorsque l'on parle de ce retour en Afrique, eh bien, il se pose également la question, on va dire, du contrôle des terres. Et à mon sens, les villes africaines doivent être repensées de fond en comble dans leur organisation, dans leur gestion. Il y a des structures qui travaillent déjà dessus. Je pense notamment à la structure des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui est basée à Rabat, je crois, qui a lancé le label de capitale africaine de la culture, qui est un peu un copier-coller des capitales européennes de la culture, mais qui vise précisément à transformer le quotidien des populations africaines, et le quotidien le plus proche de ces populations, c'est la dimension urbaine, sans non plus négliger la ruralité, qui est aussi l'un des attraits qui font que beaucoup d'Africains de la diaspora rentrent sur le continent, non pas pour vivre dans des villes comme Dakar qui ressemblent à Paris, mais pour aller vivre plutôt dans l'arrière-pays sénégalais, béninois, congolais, etc., où il y a énormément de choses à lancer, notamment du point de vue agricole et éducatif. Absolument. Et pour cela, j'adresse un salut particulier à la famille Dja, qui est installée au niveau de Ouida au Bénin, et qui a mis en place tout un centre agroécologique avec une école qui montre que lorsque la diaspora organise son retour de manière intelligente, ça peut donner énormément de pépinières, puisque cette école de la famille Dja forme aujourd'hui une partie, on va dire, de l'élite endogène africaine sur le continent, et qu'elle a le statut d'ambassade culturelle de la diaspora. C'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le protocole d'État. Et c'est vers cela que nous devons tendre en tant que diaspora, et c'est cela dont nous devons convaincre nos frères et sœurs qui sont sur le continent. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que Dr Hamzat Boukari est Rasta de cœur? Je suis totalement Rasta de cœur, puisque ma référence est Walter Rodney, qui, durant ses études à l'Université des West Indies, avait été invité à un débat. À l'époque, il y avait les débats académiques, et le débat était... vous êtes 4 personnes sur le sommet, sur le toit d'une maison qui est en feu. Un hélicoptère arrive, l'hélicoptère n'a qu'une place. Démontrez que vous êtes celui que la société doit garder pour survivre. Et Rodney a choisi de se présenter comme un Rasta. Ses camarades se sont présentés comme des économistes, comme un banquier et comme un médecin, je crois. Et lui a choisi en fait de défendre l'existence du Rasta. Il a bien évidemment perdu le débat, parce que dans la société jamaïcaine, ça ne sert à rien d'être Rasta. Mais moi, je pense fondamentalement que le Rastafari est un mouvement extrêmement important du point de vue de la conscience historique. Et donc, je m'inscris totalement dans cette philosophie. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. C'est la première, l'Afrique au centre. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, qu'il y ait énormément d'éditions de l'Afrique au centre, et que vous puissiez continuer dans cette dynamique et agglomérer autour de vous le plus de personnes utiles possible pour avancer. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse afropéenne? Je dirais à cette jeunesse africaine en Europe qu'elle doit se positionner, qu'elle doit se former, et qu'elle doit être vigilante par rapport aux années qui arrivent, qui peuvent être des années de turbulences énormes à l'échelle française et à l'échelle européenne, et qu'elle doit également travailler, je dirais, son africanité.
Ça me semble très important parce que nous baignons dans un univers qui est très eurocentré, dans un univers qui ne nous facilite pas la tâche, et donc il faut faire l'effort, je dirais, de nager à contre-courant et donc de développer une identité, une identité rebelle, une identité de combat pour s'inscrire dans une histoire qui est que l'on essaye, en tout cas que j'essaye en tout cas de transmettre et d'écrire un peu plus chaque jour pour la confier dans les meilleures mains possibles. Merci, Dr Hamzat Boukari. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. C'était Bachir. L'Afrique. L'Afrique au centre.